Un décor qui invite à un flashback dans les années 50. Des bâtiments de béton brut signés Auguste Perret, dont certains sont classés monuments historiques. Des réacteurs nucléaires vintage, à jamais endormis, une nature verdoyante et omniprésente, des noms de rues qui donnent le tournis. Et non, nous ne sommes pas sur un campus américain d'après-guerre, ni dans la ville modèle d'une ex-république soviétique, mais bien au commissariat à l'énergie atomique. Un des neutrons libérés vient frapper un noyau d'uranium qui se casse en deux parties. Le CEA, une des fiertés de la recherche scientifique française, voulue par le général de Gaulle, construite sur le plateau de Saclay, à 45 minutes de Paris, dans l'euphorie des 30 Glorieuses. C'est dans cette cité de la science bien gardée que nous avons rencontré la physico-chimiste Lucille Beck pour qu'elle nous raconte sa vie de chercheuse, spécialiste de la datation au carbone 14. La première fois que j'ai rencontré un accélérateur, c'était l'accélérateur Van de Graaff d'Orléans, sur lequel j'ai fait ma thèse. Et pendant le fonctionnement de l'accélérateur, la roue tourne. Lucille, c'est un peu une détective qui fait parler des peintures, des objets d'art ou des ossements. Pas étonnant que sa science de la datation des œuvres du passé n'ait fini par intéresser la police. Et voilà comment, dans ce portrait, vous allez découvrir que Lucille Beck donne parfois un coup de main aux enquêteurs pour traquer les faux et lutter contre le trafic d'art. La chimie, ça a commencé assez tôt puisque dès mon lycée, j'ai fait un bac de technicien chimiste. Alors pourquoi j'ai fait ce choix, je ne sais pas encore. J'ai juste passé un concours qui s'était présenté à moi en troisième pour intégrer l'École nationale de chimie, physique et biologie de Paris. Donc pendant ma maîtrise, j'ai eu en main le catalogue d'une exposition qui s'appelait « La vie mystérieuse des chefs-d'œuvre, la science au service de l'art ». Et ce catalogue m'a fascinée et ça a été le déclic et je me suis tout de suite demandé s'il existait un métier ou une formation pour se consacrer donc à l'analyse et à la connaissance des œuvres du passé. Curieusement, les modèles scientifiques, j'en ai pas eu beaucoup parce qu'ils me paraissaient finalement assez inaccessibles. Pour les femmes scientifiques, notamment, on parle de Marie Curie, mais voilà, Marie Curie, c'est une femme formidable, mais trop formidable. Enfin, si on vise Marie Curie, on s'arrête tout de suite. Moi, j'ai plutôt eu pour modèle des exploratrices. J'ai lu pas mal les livres d'Alexandra David-Nel ou de Germaine Tillon. Les souvenirs, oui, les plus importants, c'est quand même les missions de terrain, comme dans le désert de Tassili, là en Algérie, avec des Touaregs, avec des guides, avec des archéologues. Et voilà, ça crée beaucoup d'émotions, à la fois scientifiques et humaines. On va prélever soi-même l'échantillon et dans toutes les précautions, avec toutes les précautions qu'il faut. Et il y a une dizaine d'années, j'ai vraiment eu la chance d'accompagner un programme de recherche où il était question voilà, de déplacer des appareils à rayons X ou rayons gamma dans des grottes ornées. Et là, on se retrouve face à face, notamment dans la grotte de Villars ou dans la grotte de Rouffignac. Toutes les deux sont des grottes en Dordogne. On est en contact avec les dessins qui ont été tracés sur ces parois. Quand on voit des frises de 10 mammouths qui sont dessinés d'un seul trait il y a 15 ou 20 000 ans, ça procure beaucoup d'émotions. Essayer de comprendre le geste de l'artiste ou de l'artisan ou de l'homme. On ne sait pas finalement qui étaient ces hommes préhistoriques qui faisaient ces dessins, mais essayer par l'analyse du pigment, par l'étude des fresques, d'en savoir un peu plus sur ces hommes du passé, c'est vraiment des émotions fortes. Et puis voilà, d'être dans un univers à la fois hostile, mais quand même en étant un peu en communion avec l'environnement.
mesure du carbone 14 en ce moment. Donc vous avez le synopsis de l'accélérateur, le détecteur de carbone 14, et puis tous les paramètres de température, de pression, de courant qui sont suivis ici en temps réel. On mesure le carbone 14. Alors pour des applications environnementales ou d'archéologie ou d'histoire de l'art ou encore de surveillance de l'environnement. Donc moi j'ai la gestion du personnel du laboratoire et de la production, c'est-à-dire faire en sorte que les 3000 à 4000 échantillons que l'on doit mesurer chaque année soient faits en temps et en heure et avec des mesures de qualité. Là, vous avez tous les échantillons, les prochains échantillons qui font la queue et qui attendent d'être mis sur la roue prochaine. Depuis que le laboratoire existe, voilà, on incrémente chaque échantillon par un numéro. Donc on est à plus de 66 000 là. Le carbone 14 est un isotope du carbone, c'est-à-dire qu'il appartient à la famille du carbone, mais il est produit dans la haute atmosphère par le bombardement des rayonnements cosmiques sur les atomes d'azote de la haute atmosphère. Une fois que le carbone 14 est produit dans la haute atmosphère, il est oxydé, donc il se transforme en CO2 et par photosynthèse avec la végétation, il est ensuite incorporé dans tous les végétaux sur Terre, puis ensuite ces végétaux sont mangés par les animaux et par les êtres humains, et fait que tous les organismes vivants sur Terre ont du carbone 14. Donc la caractéristique du carbone 14, c'est qu'il est radioactif. Notre corps est radioactif parce qu'on contient du carbone 14. Tant qu'on est vivant, on a un certain taux de carbone 14 qui est renouvelé par notre respiration, par notre alimentation. Et lorsque les organismes vivants meurent, il n'y a plus d'interaction avec l'extérieur, donc plus d'apport de carbone 14, mais comme celui-ci est radioactif et donc instable, il va se désintégrer au fil du temps pour se transformer en azote 14 qui est beaucoup plus stable. Et donc si au départ vous avez 100 atomes de carbone, au bout de la période de décroissance radioactive de 5730 ans, vous n'en aurez plus que 50. Et 5730 ans plus tard, plus que 25, etc. Donc si vous pouvez mesurer le carbone 14 dans un échantillon archéologique qui est issu d'un être vivant, eh bien vous savez le temps qui s'est écoulé depuis la mort de l'organisme vivant qui a été utilisé pour créer cet objet. Donc voici ici des échantillons datés par le carbone 14, donc là du charbon de bois. Alors pour la datation, on a besoin d'une dimension d'échantillon à peu près d'une taille de la tête d'une épingle. Ici, ce sont des fibres d'une toile d'un tableau. Une seule fibre suffit pour la datation. Ici, vous avez des écailles de peinture blanche, où on va dater le liant de la peinture. Ici, des exemples de colle animale et végétale. Ici, très classique, des ossements d'animaux provenant d'une grotte, la grotte des deux ouvertures. Et là, des tissus égyptiens qui ont plus de 2000 ans. Donc on va pouvoir faire une analyse chimique par un moyen physique. Donc on utilise un accélérateur, des particules. Ces particules vont interagir avec les atomes, les noyaux, les électrons de l'objet analysé, donc typiquement une pièce de monnaie. Des rayonnements et des particules vont être émises en retour, dues à cette interaction, et c'est ces parties-là qui vont être détectées et qui vont donner l'information sur la composition chimique. Tout ça sans avoir à prélever de morceaux, sans couper la pièce, sans la dissoudre dans un bain d'acide comme on le ferait en chimie classique. La première fois que j'ai rencontré un accélérateur, c'était l'accélérateur Van de Graaff d'Orléans sur lequel j'ai fait ma thèse. Et là, ça doit être le 8e accélérateur sur lequel j'ai travaillé. Donc ici, vous êtes en présence de la source du spectromètre de masse par accélérateur qui contient les 134 échantillons qui vont être à dater. Chaque petite cathode ici représente un échantillon. Et pendant le fonctionnement de l'accélérateur, la roue tourne et à chaque fois présente l'échantillon devant le faisceau de césium qui est ici à l'intérieur de la source et qui va pulvériser le carbone
ioniser les atomes de carbone qui vont être ensuite accélérés dans cette partie de l'accélérateur jusqu'au premier aimant. Les ions de carbone ici vont entrer dans le tank ici par le tube accélérateur qui est situé au centre. Et là, vous avez une haute tension de plusieurs millions de volts. Et donc, les ions de carbone vont acquérir plusieurs MeV, plusieurs millions d'électronvolts d'énergie, pour ensuite sortir, là, et être dirigés vers ce second aimant. Et c'est cet aimant qui va bien séparer les trois faisceaux d'ions qui nous intéressent, le faisceau d'ions de carbone 14, le faisceau d'ions de carbone 12 et le faisceau d'ions de carbone 13. Et les ions carbone 14, eux, continuent leur chemin ici, à travers ces optiques pour faisceaux, jusqu'ici, dans ce qu'on appelle la chambre de ionisation, qui va être le détecteur dans lequel on va compter le nombre de carbone 14. Il y a 4 ans, on a été contacté par l'OCBC, donc qui est l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, pour dater des tableaux qu'ils avaient saisis dans un atelier en France et dont ils soupçonnaient la production frauduleuse. Et ça a été fructueux puisqu'on a pu démontrer que ces peintures, qui étaient censées être des peintures impressionnistes, dont les auteurs étaient décédés dans les années 40, le carbone 14 a prouvé que la fibre textile qui a été utilisée pour faire ces toiles provient de plantes de lin qui ont été coupées soit dans les années 50, soit dans les années 2000. Et par recoupement, on a démontré, vraiment là cette fois-ci complètement sans ambiguïté, que ces deux tableaux ne pouvaient être que des faux. Puisque un peintre décédé dans les années 40 ne peut pas peindre sur une toile dont la plante a été récoltée dans les années 2000. Donc c'est vraiment un problème de société actuelle dont on est en train de découvrir l'ampleur. Si on regarde un peu sur les sites d'Interpol, etc., concernant le trafic des biens culturels, il y a un nombre de faux sur le marché de l'art et aussi dans les musées qui est colossal. Dans le milieu scientifique, il y a certainement un déséquilibre homme-femme que je n'ai moi jamais ressenti personnellement. Je n'ai jamais ressenti de discrimination en tant que femme dans un milieu qui peut être majoritairement masculin. J'ai eu quand même quelques anecdotes qui auraient pu me laisser quelques traces, mais qui m'ont pas trop perturbée, mais qui auraient dû finalement. C'est quand je partageais le bureau avec mon étudiant qui était un garçon et que moi j'étais sa responsable, nous avions un téléphone pour deux et quand je décrochais, on me demandait toujours si j'étais son assistante. On ne lui a jamais demandé à lui s'il était mon étudiant. Et quand je suis rentrée de congé de maternité, les RH m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas m'avancer parce que je n'avais pas été là. Et à l'époque, je l'ai accepté sans sourciller, alors qu'effectivement, maintenant, ça me paraîtrait quand même très injuste. Et ce sont des pratiques qui n'existent plus au CEA. En 2010, j'ai été élue dans un comité international d'organisation de conférences sur les accélérateurs. Et je me suis aperçue que j'étais la première femme de ce comité qui existait depuis les années 80. Et maintenant, nous sommes deux, 10 ans plus tard. Et la cerise sur le gâteau, si je peux dire, il y a à l'occasion donc de la cérémonie de remise du Grand Prix de chimie à la Fondation de la chimie, Grand Prix qui existe depuis 1986, il n'y a aucune femme qui a été récompensée, alors que la chimie est vraiment un domaine où les femmes ne manquent pas. On doit être même à parité. Donc je constate quand même des discriminations, mais je n'ai pas l'impression d'en avoir souffert moi-même. Pour rendre les femmes plus visibles, je voudrais signaler justement les actions d'une association qui s'appelle Femmes et Sciences, qui ont développé un jeu de société qui s'appelle Mendeleyeva,
L'objectif du jeu, c'est de faire connaître les femmes scientifiques passées, mais aussi présentes, en attribuant à chaque élément chimique une femme qui a travaillé dans le passé ou à l'heure actuelle sur ces éléments. Donc par exemple, il y a des informaticiennes pour le silicium, et moi j'ai eu l'honneur d'être choisie pour représenter le carbone.